Donc ça veut dire que les mots dérivent tout le temps et prennent des significations différentes tout le temps au gré des époques. Mais si vous acceptez de ne pas faire de différence, ou plutôt de faire une différence entre je et moi, sans faire d'opposition, au contraire même, c'est l'idée que je vais vous proposer, c'est qu'il y a une constante synchronisation entre ce que je sens de moi et ce que je me représente de moi. Donc c'était des raisonnements qui ne sont pas tout à fait académiques, mais c'est ce que je vais vous proposer. Alors, le problème, c'est que je est une mémoire, essentiellement une mémoire du corps. C'est la mémoire, soit la mémoire de travail, où ai-je mis mes clés? Voilà, ça c'est la mémoire de travail. Où sont mes lunettes? Je ne me rappelle pas où j'ai mis ma voiture. Voilà, ça c'est la mémoire immédiate. Et la mémoire procédurale, c'est la mémoire qui s'inscrit dans notre cerveau et qui ne donne pas de souvenirs. C'est-à-dire, j'ai appris à faire du vélo, mais je ne me souviens pas où j'ai appris ni comment j'ai appris à faire du vélo. Et pourtant, mon corps a appris. J'ai un accent français parce que ma personnalité s'est développée en France, mais si j'étais né dans un autre pays et si j'avais appris à parler français, j'aurais l'accent de mon pays d'origine tout en parlant français. Et ça, c'est la mémoire du corps, c'est-à-dire la contraction des muscles, de la bouche, de la langue, du pharynx, du diaphragme. C'est cette mémoire du corps qui fait qu'on a un accent et que après l'âge de 8 ans, il est très difficile de se débarrasser de cet accent. On garde toujours une petite empreinte de la mémoire procédurale et pourtant j'ai une mémoire et pourtant je n'ai aucun souvenir du lieu ni du comment j'ai appris à parler. Alors on va passer maintenant quelques minutes dans la biologie. C'est-à-dire que il y a dans cette salle 15% des gens qui sont des petits transporteurs de sérotonine, qui est une substance, un neuromédiateur, qui passe d'un neurone à l'autre. Si on sécrète beaucoup de sérotonine, on est paisible, on est tranquille, et si on sécrète peu de sérotonine, on a des émotions, pour un rien, on sursaute. 15% des gens dans cette salle sont des petits transporteurs de sérotonine. C'est-à-dire que si vous leur parlez gentiment, ils pleurent. Si vous les grondez, ils pleurent. Vous leur offrez un bouquet de fleurs, ils pleurent. Vous les invitez au restaurant, ils pleurent. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux parce qu'ils sont hypersensibles à tout du monde. Et pour eux, tout est un événement, c'est pas une maladie. C'est merveilleux parce qu'ils sont le contraire d'indifférents. Tout les touche, tout leur plaît, tout les amuse, parfois tout les blesse. Mais si ces gens-là vivent dans un milieu stable, toute leur vie, ils vont être émus par la poésie, par le théâtre, par l'opéra. C'est une merveilleuse maladie. Mais ces gens-là, si on les met dans un milieu difficile, de guerre, de précarité sociale, le même déterminant génétique, qui était un facteur d'émotion et de sensibilité dans un contexte en paix, le même déterminant génétique devient un facteur de vulnérabilité dans un contexte où il vaut mieux être dur au mal et bagarreur. Donc, il n'y a pas de programme génétique. Cette notion est un non-sens total, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de déterminant génétique. Il y a des déterminants génétiques. Notre sexe est génétiquement déterminé. La couleur de notre peau est génétiquement déterminée. 7000 maladies sont génétiquement déterminées. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine? Presque rien. Je n'ai pas parlé de l'épigenèse, c'est-à-dire de la manière dont le milieu gouverne notre développement avant même la fécondation. C'est-à-dire que là, vous allez vous remarquer, vous avez remarqué à gauche, on a réussi à prendre une photo d'Œdipe à un stade très précoce de son développement. C'est-à-dire au moment où le spermatozoïde de Laios allait rentrer dans l'ovule de Jocaste, on était là,
on a photographié, et voilà ce que ça donne. Or, si le pH vaginal de Jocaste avait été alcalin à cause de la nourriture, à cause des émotions, eh bien, c'est un spermatozoïde X qui aurait été encouragé à rentrer dans l'ovule de Jocaste, et ça aurait donné XX, qu'on aurait dû appeler Oedipette. Alors que, comme elle avait un pH probablement acide, c'est un chromosome Y qui a été encouragé, qui est rentré dans l'ovule de Jocaste, et ça a donné Oedipe. Et bien sûr, ce que je viens de dire est faux, parce que si un chromosome, si un spermatozoïde entre dans un ovule, ça donne un mâle ou une femelle, mais pour donner Oedipe, il fallait qu'il y ait une histoire. Donc c'est deux niveaux totalement différents et pourtant totalement intégrés. On n'a pas le choix entre la biologie et le récit, il y a les deux qui s'intègrent de manière un peu différente. À l'inverse, si on a un milieu qui sélectionne, qui a besoin d'hommes et de femmes bagarreuses, à ce moment-là, il vaut mieux être un gros transporteur de sérotonine. On sera moins ému par les fleurs, par l'opéra, mais on sera plus adapté à un contexte de bagarre. Donc là encore, je fais une interaction, une intégration entre ce qu'on est et ce qui est. Alors, on voit que cette manière-là de réfléchir intègre d'autres données de manière constamment développementale. Voilà, ça c'est un rat qui